enthousiaste et populaire pour le président Alassane Ouattara à Toulepleu. Il a animé un meeting à la place de la paix de Toulepleu. Comme amant, il a invité les Ivoiriens au pardon et à vivre ensemble. Et puis, avant Toulepleu, le président était à Mans où il a échangé avec les cadres de la région du Tonkli sur leurs préoccupations. Au Mali, le nouveau Premier ministre de transition, Cheikh Modibo Diarra, fixe ses priorités. Il s'est déclaré vendredi prêt à négocier avec les groupes armés qui contrôlent le nord du Mali. Et puis, sachez que plus de 44 millions de Français sont aux urnes depuis ce matin pour la présidentielle. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Deuxième jour de la tournée du président de la République dans l'Ouest. Après moi ce dimanche, le chef de l'État est à Toulepleu, un département meurtri. Sur place à Toulepleu, il a invité au pardon, à la réconciliation et à la culture de la paix. Le chef de l'État a également invité ceux qui sont en exil à rentrer au pays. Extrait de son discours. Je suis un héritier du président Félix Houphouët-Boigny et c'est dans sa vision que j'inscris mon action de manière quotidienne au service de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. Je demande donc aux fils et aux filles de la région, surtout aux cadres, de se réconcilier au-delà des partis politiques. Oui, chacun a le choix de son parti. Et c'est cela la démocratie. Je voudrais donc saluer la présence de cadres qui sont membres du Front populaire ivoirien, président du Conseil général, maire, mon cher Tchéoulou Félix, Béiro Philippe, et vous dire que c'est effectivement ici votre place dans la République. Je demande à nos frères et sœurs qui sont en exil de revenir au pays, car rien ne sert de rester à l'étranger. J'ai été en exil moi-même pendant 3 ans et je sais ce que cela coûte moralement et psychologiquement. Donc je voudrais lancer un appel aux cadres exilés de leur dire de revenir. Les populations sont en train de le faire. Le nombre de réfugiés au Libéria comme au Ghana a considérablement baissé et nous devons faire en sorte que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, soient de retour en Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. C'était un extrait du discours du chef de l'État à Toulepleu ce matin. Cet après-midi sera à Bleulequin. Retour sur son arrivée hier à Mans où le président Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de la voie principale de la cité du Tonkli. Le point avec Viviane Aïmé. L'entrée du cortège présidentiel dans la ville de Mans a été précédée par une cérémonie riche en symboles. Tout juste à l'entrée de la ville, à Zélé, un arc de triomphe était dressé pour saluer le chef qui arrive. Passé tout juste l'arc de triomphe, le président de la République a reçu les honneurs militaires, rendus par un détachement d'honneur placé sous le commandement du chef de bataillon, Hubert Kakou. Sur l'hymne national exécuté par la musique de la garde républicaine dirigée par le capitaine Anigra, le président de la République a tout d'abord salué le drapeau national, puis il a passé en revue les troupes composées de 2 pelotons de la gendarmerie issus de l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa et de 3 sections des forces terrestres composées des soldats du 2e bataillon d'infanterie. Après le cérémonial militaire, le cortège présidentiel a fait son entrée dans Mans, sous les acclamations d'un cordon humain massé tout le long du parcours jusqu'au centre-ville. Hommes, femmes, mais surtout les jeunes, force majoritaire de la nouvelle Côte d'Ivoire que veut bâtir le président Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire de nouveau prospère et résolument tournée vers l'ouverture et le progrès. Des jeunes qui, depuis l'avènement du président de la République Alassane Ouattara au pouvoir, redécouvrent les valeurs de travail et d'excellence au plus haut niveau de l'État et qui sont sortis massivement pour dire leur admiration à leur président
Au centre-ville, le président de la République a marqué un arrêt pour inaugurer l'artère principale de la ville qui vient d'être totalement réhabilitée. Ce qui démontre que les travaux de réhabilitation de la voirie entrepris par le gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara ne se cantonneront pas seulement qu'aux seules routes de la capitale économique Abidjan. Les routes des villes de l'intérieur du pays ne seront pas laissées pour compte. Ainsi, à la faveur de la visite d'État du président de la République à Mans, ce sont 2 artères qui viennent d'être réhabilitées. La deuxième artère est celle qui va du stade au corridor de Biankouma, en passant par le quartier Libreville. Elle est longue de 3,5 km. Le président de la République a donc procédé ce samedi dès son arrivée à l'inauguration de la voie centrale de la ville de Mans, qui est désormais baptisée selon la décision de la municipalité avenue du président Alassane Ouattara. Avant de reprendre place à bord de son véhicule, le président de la République a pris un bain de foule à pied sur une bonne distance le long de l'avenue qui désormais porte son nom. Après l'inauguration de l'avenue Alassane Ouattara, nous allons revenir encore sur les temps forts du meeting que le président a animé hier au stade Léon Robert de Mans avec Jérôme Kofi Aboulin. Ce meeting de Mans, le président de la République Alassane Ouattara le veut comme une rencontre de contact direct, de communion totale avec les populations venues y prendre part. À son arrivée au stade Léon Robert, le chef de l'État avec à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, pour établir ce contact, va se donner du plaisir à prendre un bain de foule. Cela sur un bon parcours pour pouvoir saluer ce beau monde présent pour écouter son message. Un message censé apporter la bonne nouvelle, comme le dit le maire de Mans, Albert Flindé, à l'instar de plusieurs autres cadres de la localité. En toute évidence, ce message tant attendu du chef de l'État ne peut être que celui de la paix, la réconciliation, d'un appel au travail, le président de la République rassurant que la crise est bel et bien terminée. Je suis venu vous dire à Mans que notre pays est aujourd'hui en paix. Et cela était difficile à imaginer il y a à peine un an. La vie a repris son cours et les activités économiques redémarrent et la Côte d'Ivoire est au travail. Oui, la Côte d'Ivoire est au travail. Le gouvernement est à la tâche et il œuvre chaque jour à réduire vos souffrances et à améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Je suis heureux de constater que Mans renoue avec la paix. Une paix à construire tous les jours pour qu'elle soit durable et définitive. Cela passe bien évidemment par la réconciliation. Une réconciliation vraie, sans arrière-pensée, sans esprit de vengeance. Une réconciliation qui suppose le pardon mutuel, le retour de la confiance entre les filles et les fils de notre pays est indispensable. Il nous faut œuvrer à cela. C'est un devoir, c'est une obligation. Et je voudrais vous supplier d'accepter de pardonner et de vous réconcilier. Après les discours, vient le moment des échanges de dons. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse vont recevoir des lots de boubous, de pagnes, des bœufs et des béliers. Le chef de l'État, pour sa part, offre des véhicules, 91 au total pour la sécurité et le corps préfectoral, sans compter les dons en espèces pour les populations. Le tout dans une ambiance conviviale, chaleureuse et festive. Il faut dire que toujours à Mans, le chef de l'État a reçu les cadres de la région du Tonkpi, le point avec Awa Touré. Les cadres et la population de Mans, d'Anané, Zouaouien, Biankouma et de Kouibli sont venus présenter au président de la République Alassane Ouattara leurs préoccupations et difficultés. Le porte-parole des 4 départements de la région du Tonkpi, le ministre d'État Albert Mabri Touakus, a relevé l'impact de la crise sur la région.
Pour reconstruire le thon cuit, il préconise une intervention massive de l'État. En un mot, sur tous les plans, il nous faut reconstruire complètement notre région. C'est pourquoi, Monsieur le Président, comme doléance principale qui nous tient profondément à cœur, nous sollicitons que la région soit déclarée zone sinistrée et surtout que soit élaboré et mis en œuvre en sa faveur un programme spécial et urgent de reconstruction post-crise devant prendre en compte tous les secteurs et aspects du développement. Les chefs traditionnels de Kwibli, pour leur part, préconisent un pacte nouveau entre le président Alassane Ouattara et le département de Kwibli. Madame Traoré Payuro Pauline, porte-parole de Kwibli, a salué le chef de l'État pour avoir évité à la Côte d'Ivoire de sombrer dans le chaos. En quelques mois seulement de l'exercice du pouvoir d'État, nous avons découvert qui est Ado. Un bâtisseur. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous rendre hommage, parce que vous êtes un grand homme d'État, vous êtes un véritable disciple de Félix Houphouët-Boigny. Madame Traoré Payuro Pauline a remis au président de la République un condensé des préoccupations et des difficultés du département de Kwibli, tout comme le ministre d'État Albert Mabry Touakeus, qui a donné au chef de l'État un document synthétique articulé autour de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Le président de la République a rassuré les populations du Tonpi et du département de Kwibli. Pour lui, toutes ces préoccupations sont prises en compte dans son programme d'urgence. Je ne vous décevrai pas. Retrouvons-nous pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a par la suite indiqué le président de la République. Je vous demande de vous réconcilier, de penser à votre peuple, à notre peuple, de penser à ce que vous avez fait ensemble par le passé. Parce que c'est comme ça que nous ferons de grandes choses pour notre nation, pour le futur. Et je voudrais vraiment compter sur vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a promis visiter avant la fin de son mandat toutes les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Rappelons qu'après-midi hier, ce matin, le président était à Toulepleu où un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations. Cet après-midi, il animera un meeting à Bleulequin. RTI 1 reviendra largement sur les temps forts de ce meeting. Changeons de sujet pour dire qu'un comité technique pour l'élaboration d'un plan d'opérationnalisation et de suivi de la stratégie nationale de développement de la filière riz a été installé. C'était en présence du ministre de l'Agriculture. Le point avec Eugène Atoubé. C'est un comité interministériel chargé de mettre en œuvre la stratégie nationale du développement de l'agriculture pour la période 2012-2020. Cette stratégie a été adoptée en Conseil des ministres le 15 février 2012. Ce comité a mission de rédiger les termes de référence pour que la SNDR soit plus opérationnelle, veiller au respect du chronogramme de la mise en œuvre du plan d'opérationnalisation et enfin élaborer des rapports périodiques sur l'état d'avancement des actions exécutées dans le cadre de la SNDR. Nous allons suivre de façon concrète la mise en œuvre de toutes les actions et de toutes les activités qui auront été retenues dans le plan d'opérationnalisation. La composition du comité technique chargé de mettre en œuvre la stratégie nationale du développement de l'agriculture et d'en assurer le suivi regroupe en son sein les représentants du président de la République, de la primature et de plusieurs ministères. Il est aidé dans sa tâche par un secrétariat technique ayant comme membre le directeur général de l'UNDR, le représentant du BNET, de l'ANADER et du FIRCA, Fonds interprofessionnel de la recherche et conseil agricole. En adoptant la stratégie nationale du développement de l'agriculture, SNDR, la Côte d'Ivoire s'engage à satisfaire l'ensemble des besoins de consommation en riz blanchi par la production locale à l'horizon 2016 et de faire de la Côte d'Ivoire un pays exportateur de riz à partir de 2018.
Les producteurs de coton, les chercheurs, les usiniers membres du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique ont achevé leurs travaux. Il est ressorti des 72 heures de réflexion des résultats probants à capitaliser pour une production cotonnière durable. Noa Niagno. Des échanges fructueux sur les différentes activités liées aux stratégies de gestion intégrée des ravageurs et des risques de résistance aux insecticides pour une production cotonnière durable et compétitive, il est ressorti des résultats probants à capitaliser. On repart satisfait, d'abord parce qu'au niveau de la production cotonnière, on amorce une pente, on peut dire, forte. Parce qu'avec les prix qui sont améliorés depuis 2 campagnes, il y a un engouement pour le coton actuellement. Et aussi, comme au niveau des parasites, on est assez structuré, assez bien équipé pour lutter contre, on pense que l'avenir est quand même certain. Bon, pour nous au Togo, nous dirons que depuis le FRAO, le PR FRAO, jusqu'à ce jour, nos chercheurs sont impliqués activement dans la sous-région. Si bien que les fruits qui sortent de ces échanges-là rejaillissent sur nos productions, puisqu'ils nous assistent avec notre société cotonnière et l'encadrement, et ils nous apportent les fruits de ces résultats-là. Donc, au jour le jour, nous vivons les résultats, puisque aujourd'hui, nous étions en crise, aujourd'hui nous sommes en relance. Donc, grâce à ces acquis-là, nous augmentons notre production. Les participants, membres des 6 pays producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest, ont aussi donné des orientations nouvelles pour la suite du programme PR-PICA. Pour les producteurs, des actions de sensibilisation seront entreprises. Respecter les traitements, les itinéraires techniques, surtout en ce qui concerne la lutte contre les ravageurs, surtout les respecter, puisque on nous dit qu'un seul traitement qui manque équivaut à une perte de 20 000 francs. Si c'est le cas, il faut qu'on fasse les 6 traitements, ou du moins les 5, pour qu'on puisse gagner le maximum possible. Le PR-PICA, Programme régional de protection intégré du cotonnier en Afrique, La noix de cajou, l'ARECA a réuni les acteurs de la filière pour analyser les pistes pour la relance de ce secteur. Thérèse Tapeyobou. En Côte d'Ivoire, 3e pays mondial producteur de noix de cajou, l'exportation frauduleuse de ce produit a atteint depuis 2011 les 100 000 tonnes. Pour cette année, le prix du kilogramme de cajou est fixé à 310 francs. Une amélioration qui ne semble pas cependant garantir l'arrêt de la fuite de la noix de cajou, surtout que les prix pratiqués sont nettement élevés dans certains pays voisins. On ne peut pas faire travail sans gagner un bénéfice. Pour le problème des anaka, pourquoi ils vont prendre pour sortir, aller vendre ailleurs? Ce n'est pas bon, ça fait mal à nous-mêmes. Nous voulons sensibiliser cette population-là qui tire plus ou moins profit des actes frauduleux qui sont donc dénoncés ici, mais en même temps aussi, nous voulons demander à cette population que c'est en étant dans la légalité qu'on s'enrichit. Il faut donc baliser le terrain, question de maîtriser la commercialisation avant même l'ouverture de la campagne de cajou. D'où la rencontre de Bondoukou. Il s'est agi d'abord de rechercher les causes de l'exportation frauduleuse de cajou. Les causes de l'exportation sont essentiellement liées primairement aux conditions de commercialisation interne et au prix d'achat bord champ de la noix de cajou. Deuxièmement, aux tracasseries routières, à la dégradation des infrastructures routières et au coût élevé du transport. Troisièmement, au financement des opérations des opérateurs de la filière ANACAT. 4. À la faible capacité nationale de transformation des produits de l'ANACAT. Porosité des frontières et exportation frauduleuse de la noix de cajou.
C'est le thème de réflexion des acteurs de la filière en arcade. Réflexion au bout de laquelle ils ont convenu de la nécessité de créer des brigades mixtes, sensibiliser les populations et les forces de l'ordre des zones frontalières pour le contrôle du cajou produit en Côte d'Ivoire. Après le café et le cacao, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a mis dans son programme de gouvernement un binôme aussi pour les zones de savane. Il s'agit du coton et de l'anacarde qui doivent servir pour nous et nos parents de café et cacao pour les zones de savane. Et nous sommes tous condamnés à réussir dans ces deux filières pour le bonheur de nos parents. Les autres intervenants ont aussi appelé à la responsabilité dans la lutte contre la fraude dans la filière en arcade, expliquant que ce phénomène représente une importante perte qui pourrait aider à la reconstruction du pays. Bientôt la fin de l'administration provisoire à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. L'élection du président national est prévue pour ce 27 mai. Mais avant, la campagne bat son plein pour élire des présidents départementaux ce 29 avril. Le directeur de la communication et de la coopération internationale était face à la presse ce vendredi. Les détails avec Sylvie Touré. Après plus de 5 années de gestion provisoire, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire doit passer aux mains des artisans eux-mêmes. Une décision du gouvernement, le comité électoral désigné à cet effet a recensé environ 44 000 artisans. Ils devront prendre part à l'élection des présidents des organisations professionnelles départementales et des délégués. Le scrutin est prévu le 29 avril prochain et va se dérouler sur l'ensemble du territoire. Tous les bailleurs de fonds sont réticents parce qu'ils posent comme condition pour leur retour au financement du secteur, l'organisation de ces élections. Alors donc nous les invitons massivement à venir parce qu'après ces élections, effectivement, le secteur va avoir beaucoup d'engouement et les bailleurs de fonds vont venir bien sûr pour voir comment on peut les aider à développer leur activité. L'élection du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire se tiendra le 27 mai prochain. Mais avant, se déroulera l'élection des 12 présidents régionaux, à eux de désigner le président national. Une ONG américaine veut aider les femmes exerçant dans le domaine de la coiffure. Elle a lancé récemment un projet pour aider ces femmes à sortir de la pauvreté. Le point avec Juliette Ouéa. Le rêve américain pourra-t-il se concrétiser pour ces jeunes tresseuses? C'est en tout cas ce que laisse miroiter le projet de l'organisation non gouvernementale e-Braiding en charge de la promotion des tresseuses et spécialistes des cheveux naturels aux États-Unis d'Amérique. La destination américaine parce que les tresses dans ce pays constituent une véritable industrie. Le projet dénommé Women Empowered a pour objectif d'ouvrir des centres d'enseignement en coiffure et tresses en Afrique de l'Ouest. Une idée de Nafi Diagne, fondatrice de e-Braiding USA. Women Empowered veut permettre ainsi à ces tresseuses, après leur formation, de migrer vers les États-Unis et travailler dans les salons membres du syndicat national des tresseuses professionnelles de Côte d'Ivoire, en abrégé SINATREPSI. Un centre de formation existe déjà au Sénégal, mais l'organisation non gouvernementale e-Braiding est ambitieuse. Elle veut conquérir la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Gambie et la Mauritanie. La formation sera payante, avec une durée de 8 mois. Toutefois, des conditions sont requises, notamment. Il faut savoir tresser déjà, il faut aimer le métier de la tresse. Et il faut pouvoir aussi valoriser ce que tu connais. Il faut avoir beaucoup de créativité parce qu'avec les Américaines, il faut sortir tout ce que tu as pour créativité. À l'issue du programme de formation, les étudiants seront fournis en visa pour le compte de l'organisation non gouvernementale e-Braiding. Va s'en suivre la destination des États-Unis avec des contrats de travail de 2 à 3 années pour exercer dans des salons membres de la structure. À en croire les responsables de e-Braiding, le projet Women Empowered va générer environ 30 à 50 emplois à temps plein dans les 2 premières années de son élaboration. De plus, la structure prévoit de loger et insérer les adhérents dans des salons précis. Un projet jugé alléchant par les futurs adhérents. Mon domaine, c'est au niveau des tresses. C'est fait ensuite avec les dreads.
Ce matin, j'ai été invité pour prendre contact avec le groupe américain qui est là, pour pouvoir mieux nous encadrer s'il y a lieu de choisir des personnes pour faire parmi ces personnes pour aller aux États-Unis avec eux. L'association InPreD nous annonce la bonne nouvelle et ils sont prêts à aider les jeunes filles, les jeunes dames pour les accompagner jusqu'aux États-Unis. Si on ne peut pas trop jouir de ça, donc on a décidé d'aller aux États-Unis pour mieux prendre en valeur aussi notre métier et puis apprendre ce que nous n'avons pas ici en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale e-Breeding n'a pas d'appui financier et lance un appel aux personnes de bonne volonté dans ce sens. Le contrat de travail de 2 à 3 ans arrivé à expiration, l'adhérent est censé retourner dans son pays. Toutefois, les responsables de e-Breeding prévoient une aide pour l'immigration aux États-Unis au cas où l'adhérent souhaiterait y rester. Concrétiser le rêve américain constitue certes l'ambition de tout jeune Africain, mais le projet Women Empowered est-il entièrement fiable? Ne nourrit-il pas une quelconque duperie? Les assurances sont là parce que dans tous les cas, on travaille de concert avec les services de l'immigration des États-Unis d'abord pour s'assurer que le départ sera effectif. Et puis après ce truc, quand elles arrivent, elles auront, parce qu'on a déjà des salons membres qui sont dans le network et qui ont des emplois qui sont garantis pour chacune d'elles. Et il y aura des contrats qui seront signés entre les tresseuses et l'organisation, entre les tresseuses et les membres, et tous les droits seront préservés. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays de droit. Donc tous les droits seront préservés. Le temps nous donnera certainement des éléments de réponse, mais pour l'heure, bonheur à ces quelques 1000 futures adhérentes au projet Women Empowered. Dossier signé Juliette Ouya. Une page consacrée à la religion dans ce journal. Les chrétiens de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Le point avec Charles Niaouré. Un an après la fin de la crise ivoirienne, les fidèles chrétiens de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, MEDA, se souviennent. Ils ne veulent plus de crise en Côte d'Ivoire. Le bishop Kassidazito, porte-parole des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, a invité tous les chrétiens à prier intensement pour la paix. Les voix se sont élevées vers le Seigneur pour lui confier les dirigeants du pays. Le Christ Jésus a été prié par les fidèles de la MEDA afin qu'il accorde la sagesse du roi Salomon au chef de l'État. Une grâce divine qu'ils estiment importante pour le président de la République dans la conduite des affaires de la nation. L'ONG Sarepta, à travers dons à plusieurs veuves de la commune de Yopougon, a contribué à la réussite de la fête. Elle a également lancé l'opération Resto du Cœur pour les enfants. Plus de 200 fidèles ivoiriens de l'église du christianisme céleste effectuent un pèlerinage au Nigeria. Au cours de ce pèlerinage, le prophète fondateur Samuel Oshofa a invité tous les chrétiens à la paix. Marie-Laure Ngoran. Plus de 200 fidèles ivoiriens de l'église du christianisme céleste effectuent un pèlerinage au Nigeria, siège de leur église. Selon le prophète fondateur de l'église du christianisme céleste, Samuel Joseph Bilerou Oshofa, tout chrétien céleste doit effectuer le pèlerinage au Saint-Siège au Nigeria. Depuis 2 ans, le gouvernement ivoirien soutient l'église du christianisme céleste par une subvention dans ses activités. Les différents responsables des régions et les fidèles de toutes tendances confondues sont venus participer à ce pèlerinage au Nigeria autour de leur premier responsable, le supérieur évangéliste Canon Luc, chef du diocèse. Au cours de ce rassemblement pour le départ au pèlerinage à Ineko au Nigeria, le chef du diocèse Canon Luc a exhorté les chrétiens au pardon et à la paix. Le supérieur évangéliste, chef du diocèse en Côte d'Ivoire, Canon Luc, a également remercié le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour leur soutien constant aux actions religieuses en Côte d'Ivoire, en particulier pour l'église du christianisme céleste. Hors de la Côte d'Ivoire, les Français ont commencé à voter dimanche pour choisir entre 10 candidats à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, dont seuls les 2 premiers resteront en lice pour le second tour le 6 mai prochain.
Le nouveau Premier ministre de transition du Mali fixe ses priorités. Cheikh Modibo Diarra se dit prêt à négocier avec les groupes armés qui contrôlent le nord du Mali, mais a exclu toute discussion avec le couteau sous la gorge. Le nouveau Premier ministre poursuit ses consultations pour la formation de son gouvernement. À Bamako, les tractations pour la formation d'un gouvernement se poursuivent. Vendredi, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra s'est exprimé, une première depuis sa nomination le 17 avril. La première priorité est la reconquête totale de l'intégrité du territoire national. Nous affirmons ici haut et fort que pas un centimètre carré du sol de la patrie ne restera occupé par qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Ce faisant, nous ne refuserons aucune voie de recours. Toutes les options sont envisageables, en premier lieu celle de la négociation. Oui, chers compatriotes, nous négocierons parce que nous haïssons la guerre. Un appel au dialogue alors que le nord du pays est aux mains des rebelles Touaregs et des groupes islamistes depuis 3 semaines. Dans la capitale malienne, pourtant, le climat politique est moins tendu que ces derniers jours. En début de semaine, la junte avait saisi des armes et arrêté 22 personnalités, civils et militaires soupçonnés de préparer un contre-coup d'État. Ils ont été libérés jeudi soir. Je veux simplement dire que nous déjà nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec un premier coup d'État. Vous pensez après que je vais me mettre à vouloir encourager un second? Ça n'a aucune logique. Jeudi toujours, la junte a finalement autorisé l'ancien président malien à quitter le pays après 1 mois de clandestinité. Amadou Toumani Touré est arrivé à Dakar vendredi. Il n'a fait aucune déclaration. On ignore combien de temps il restera au Sénégal. Place au Dimanche Magazine qui traitera aujourd'hui de l'insertion professionnelle des jeunes par le dispositif de la plateforme de services. Et notre invité du jour, c'est M. Assoumou, secrétaire général exécutif de la plateforme de services de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Assoumou. Bonjour madame. Qu'est-ce que la plateforme de services de Côte d'Ivoire? La plateforme de services Côte d'Ivoire est le dispositif national d'insertion des jeunes par l'activité économique. C'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 18 à 40 ans, qu'ils soient scolarisés ou non, diplômés ou non, porteurs de projets ou sans projet. Et donc tous les jeunes de cette tranche d'âge sont concernés. Alors la plateforme a été conçue et mise en place par 4 organismes de Côte d'Ivoire que sont le FDFP, l'AGFOP, l'AGEP et le FNS. Vous avez dit l'AGEP, l'AGFOP, le FDFP et le FNS. Ces structures ont décidé de mettre en place la plateforme de services. Ces structures font déjà de l'insertion. Pourquoi donc elles se retrouvent encore dans le cadre de la PFS? C'est justement parce qu'elles font de l'insertion qu'elles se sont rapprochées, parce que leurs missions sont complémentaires au regard de l'insertion. Nous sommes dans un contexte de crise marqué par un chômage particulièrement élevé dans les rangs des jeunes. Et c'est donc pour proposer une réponse innovante et dynamique que ces 4 structures se sont rapprochées pour mettre en synergie leurs compétences, leurs ressources, afin de proposer une réponse dynamique aux jeunes qui sont en quête d'insertion. Justement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes comme service et solutions à leurs problèmes? Alors nous sommes dans plusieurs territoires et dans chaque territoire nous avons des infrastructures dédiées à l'insertion. Et nous proposons aux jeunes des différentes démarches pour les accompagner à la création d'activités pour ceux qui ont des projets ou ceux qui ont envie d'avoir des projets. L'accompagnement s'entend la prise en charge du jeune depuis l'idée du projet ou la formulation du projet jusqu'à la mise en place effective de leur activité professionnelle en passant bien entendu par les étapes de formation, de financement, de formation, de financement de projets, etc. Monsieur Assoumou, nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément de Juliette Ouéa, élément qui montre bien les jeunes en activité.
L'insertion des jeunes dans l'activité économique post-crise est une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, grâce à la création de la plateforme de services Côte d'Ivoire, en abrégé PFSCI, plusieurs jeunes de 15 à 40 ans bénéficient de formations. La première aux métiers agro-pastoraux à travers le chantier d'insertion et la seconde dénommée Régie de services territoriaux qui instruit la jeunesse sur les travaux d'intérêt généraux comme la collecte des ordures et l'entretien des espaces verts. La durée de formation varie de 6 à 9 mois. Le centre de Songon-Kassamblé, qui s'étend sur 7 hectares, accueille 45 apprenants, dont 10 femmes, tous rémunérés et logés gratuitement. Ils sont formés à la gestion coopérative, la culture maraîchère, la pêche et l'élevage. Après le passage des formateurs, et donc nous sommes là pour les encadrer, peut-être les 1000 balles, peut-être les 1000 balles, les saillies, parce que les saillies se font pratiquement très tôt le matin, ou bien dans la soirée. Et après le passage des formateurs, je suis avec le patronat pour apprendre les techniques. Il faut noter que ces financements sont entièrement remboursables et échelonnés sur une période bien définie. Je fais le paillage. En fait, je voudrais conserver l'humidité lorsque on nous donnera de l'eau à la plante pour nourrir. Donc, cela consiste à conserver de l'eau pour que la plante puisse tirer ce qui est important pour sa vie. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite aussi, je fais le staclage. Et j'enlève les mauvaises herbes afin que aussi ce qui n'étouffe pas la plante, pour que la plante aussi puisse vivre. Vous comprenez? C'est là que je vais m'orienter. Et je sais que là, je peux mieux faire et pouvoir donner quelque chose. J'ai opté pour l'élevage de lapins. La mission locale de la commune d'Atekoubé, ou régie de services territoriaux de la plateforme de services Côte d'Ivoire, participe à l'insertion des jeunes par leur mise en activité professionnelle pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ces activités concernent entre autres l'entretien de la voirie municipale, la collecte des ordures ménagères et la réhabilitation des constructions publiques. Il faut préciser que pendant la période 2010 à fin 2011, sur 20 000 jeunes qui ont été accueillis, plus de 2900 sont insérés dans la vie active. Nous avons vu dans ce reportage de Juliette Ouéa des jeunes sur le terrain, mais surtout des infrastructures à la disposition des jeunes. Et c'est sur les sites d'Atekoubé et de Songon. En dehors de ces deux sites, existe-t-il d'autres sites, M. Assoumo? Oui, il y a effectivement d'autres sites. Je voudrais indiquer que nous avons connu une phase expérimentale qui a duré de 2005 à 2008, à l'occasion de laquelle plusieurs infrastructures ont été réalisées dans les 7 territoires d'expérimentation où nous avons mené la phase expérimentale. Donc en dehors d'Atekoubé, de Songon, on a des infrastructures dans tous les autres sites, notamment Benjerville, Sikansi, Boisflé, Issia, Galnoua, etc. Combien d'infrastructures au total? Alors nous avons 7 sites, donc dans chaque site nous avons un chantier d'insertion dont l'activité est en relation avec la potentialité ou les atouts du territoire. Comme vous l'avez remarqué à Songon, il s'agit d'élevage et de maraîcher. À Gagnoua par exemple c'est la riziculture, à Boisflé c'est la pêche, etc. Donc dans chaque ville il y a un chantier d'insertion, une régie de services territoriaux qui accueille les jeunes qui participent aux travaux d'intérêt public, comme l'élément l'a montré. Et donc on a à l'heure actuelle autant de sites que de localités, c'est-à-dire 7 au total. De quels moyens disposez-vous pour réaliser toutes ces infrastructures? Nous n'avons pas beaucoup de moyens malheureusement. Alors pendant la phase expérimentale, nous avons été accompagnés financièrement par le Fonds de développement de la formation professionnelle et le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France. Ces deux structures nous ont accompagnés financièrement pendant la phase expérimentale. Depuis la fin de la phase expérimentale, nous sommes maintenant dans une phase de déploiement et nous bénéficions en ce moment d'un concours très précieux
du projet d'assistance post-conflit que je remercie au passage. Grâce à ce projet, nous sommes en train de nous déployer dans 25 nouvelles localités. Donc de 7, nous passerons à 27 localités grâce à ce déploiement. Au niveau toujours des moyens, nous avons les ressources humaines, c'est le plus important. Nous avons notre dispositif mobilise vraiment tous les acteurs qui sont directement ou indirectement intéressés par la question de l'insertion. Au niveau du pôle national, nous avons par exemple, outre les 4 structures qui ont créé la plateforme de services, nous avons les chambres consulaires, la chambre de métier, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce. Nous avons les fédérations d'entreprises, la FIPME, la CGECI. Nous avons aussi les fêtiers des collectivités locales, l'UVIC aussi, la DDCI. Mais surtout, nous avons les ministères techniques, le ministère en charge de l'emploi, le ministère en charge de la formation professionnelle, le ministère en charge de la jeunesse, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'Intérieur représenté par la direction générale de la décentralisation et du développement local. Quelles sont donc aujourd'hui les perspectives de la plateforme de services Côte d'Ivoire? Nos perspectives à court et moyen terme, c'est de continuer de renforcer le déploiement qui est en cours. Et pour ce faire, nous envisageons, si les moyens le permettent, de créer environ 125 nouvelles missions locales pour porter le total à 150. 150, ça veut dire que nous couvrons le territoire national parce que nous serons présents dans 150 villes. Alors, en guise de perspective de résultats, si nous prenons un objectif de 400 jeunes à insérer chaque année par localité, sur 150 missions locales, nous aurons 60 000 jeunes par an. Et je pense que ce ne serait pas négligeable. Avez-vous un appel à lancer pour terminer? Oui, l'appel que je voudrais lancer, c'est d'abord à l'endroit des pouvoirs publics pour solliciter que le problème des jeunes qui se posent avec acuité et qui mobilisent actuellement beaucoup d'acteurs soit effectivement pris en compte. Et je souhaite que les autorités de ce pays s'appuient sur le dispositif de la plateforme de services pour contribuer à résorber le chômage des jeunes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes connus, mais nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment reconnus. À titre d'exemple, la plateforme de services a été retenue par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADA, qui est financée par la Banque africaine de développement, comme pôle qualité en matière d'insertion de jeunes. Et la Côte d'Ivoire est chargée de partager cette expérience avec tous les autres pays africains. Le réseau africain des fonds de développement de la formation professionnelle et le RAFPRO s'est engagé à accompagner tous les pays de l'espace UEMOA pour installer ce dispositif dans leur pays. Et à cet effet, nous avons reçu plusieurs délégations provenant de la sous-région. Nous sommes dans une démarche actuellement d'accompagnement pour installer la plateforme de services au Bénin, et d'autres pays en ont manifesté le désir de nous accueillir également. Donc si, je dirais, l'extérieur reconnaît la pertinence de nos dispositifs, je pense qu'on gagnerait à le renforcer au niveau de la Côte d'Ivoire en soutenant ces actions pour insérer un peu plus, sinon davantage de jeunes. Merci, M. Assoumou Charles. Merci d'être venu sur notre plateau. Voilà, pour répondre de façon dynamique à la problématique du chômage des jeunes, le FNS, l'AGFOP, l'AGEP et le FNS ont décidé de mettre sur pied la plateforme de services. Et pour mieux connaître cette structure, M. Assoumou Charles était notre invité de ce dimanche magazine. Rappelons que les Français sont aux urnes depuis ce matin. Les candidats arrivés aux deux premières places aux deux premières places s'affronteront au second tour le 6 mai. Les résultats seront diffusés ce soir. Le silence est imposé d'ici là aux candidats et aux instituts de sondage.
Et ici en Côte d'Ivoire, le président poursuit sa tournée dans l'Ouest. Il était ce matin à Toulepeu où il s'est adressé aux populations depuis la place de la Paix. Le président de la République dit être allé à Toulepeu pour affirmer sa compassion aux populations en général et aux victimes de la crise. Il les a aussi invités au pardon, à la réconciliation et à la culture de la paix. Alassane Ouattara n'a pas manqué d'inviter les exilés à regagner leur terre natale. Cet après-midi, il animera un meeting à Boléquin. Fin de ce journal, merci de votre fidélité.